Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'IGS, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur l'expérience client et la performance commerciale. Alors, le challenge est assez difficile pour nos amis et ces brillants intervenants que sont Laurence, Samer et Belaïd qui vont se présenter, sachant que l'idée de ce webinaire est de prouver que l'expérience client est rentable. Voilà, donc j'espère que vous serez à la hauteur, chers amis, parce que la preuve, on doit l'apporter à notre auditoire. Donc, honneur aux dames. Laurence, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je suis Laurence Delru. Je suis directrice conseil au sein du cabinet de consulting de l'ESN Inetum. Je suis dans le parcours marketing et digital depuis 25 ans, où j'ai démarré toute jeune à l'arrivée d'Internet en France. Je suis beaucoup moins jeune aujourd'hui, donc j'ai accompagné beaucoup de marques et d'entreprises sur leur transformation digitale, leur changement de modèle économique, quand on passe par exemple au e-commerce. Et j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur la notion de customer experience qui, comme le disait Pierre, a beaucoup de facettes qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Inetum? Parce que tout le monde ne connaît pas Inetum. C'est anciennement GFI. Il y a Oui. combien de salariés, combien de chiffre d'affaires à peu près pour... Alors, on est une très grosse ESN, on fait partie des 5 plus grosses ESN de France. Sur la partie consulting que je représente, on est 250 en France, dans des verticales métiers assez différentes comme la banque, l'assurance, l'immobilier, le service public et le retail, dont moi je fais partie. Au niveau monde, c'est beaucoup plus grand, mais voilà, on est 27 000 dans le monde. Et plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, si ma mémoire est bonne. Oui, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, donc une belle entreprise et Une française. très belle entreprise. Mon cher Belaïd, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Belaïd Benamar. Je suis actuellement directeur commercial et financement chez Live Mentor, qui est un organisme de formation qui a une spécificité, il est particulièrement orienté sur les créateurs d'entreprises. Historiquement, on a accompagné plus de 20 000 créateurs d'entreprises. Et nous sommes depuis quelques mois maintenant une entreprise à mission. Et nous développons une gamme de produits pour accompagner des créateurs d'entreprises ou les entrepreneurs de façon générale, et avec une spécialisation dans le digital. Voilà. Et avant ça, j'étais dans l'immobilier, donc ce qui est un autre univers. J'ai été pendant plus de 8 ans chez meilleuragent.com, j'étais directeur commercial là-bas. Et ensuite chez Liberkeys, qui est une néo-agence immobilière, où j'étais VP Sales. Voilà. Donc, tu es habitué à disrupter des vieux métiers, comme celui des agents immobiliers ou de la formation avec Live Mentor. Et donc, tu es un adepte des plateformes SaaS. Donc, c'est très, Oui. très bien pour notre sujet de l'expérience client aujourd'hui, parce que l'expérience client, elle est digitale, c'est-à-dire à la fois physique et digitale. Et on observe la convergence des canaux. Mon cher Samer, est-ce que tu veux dire ce que tu fais et d'où tu viens? Bien sûr, merci Pierre. Donc, je suis Samer Nasreddine et je suis VP Sales chez Bad Voice, qui est une startup française spécialisée dans le speech analytics, donc l'écoute des émotions et des voix du client, pour ensuite en faire des actions concrètes pour justement améliorer et optimiser l'expérience client. Donc, on est en plein dans le sujet du jour. Voilà, donc Bad Voice, qui est une startup qui maintenant a environ une quinzaine de collaborateurs et qui existe depuis un peu plus de 7 ans. Voilà, et qui se développe très bien. Et pour ma part, je suis issu d'une expérience d'environ 25 ans dans le commerce et le marketing, dans le monde de l'IT en général et de la digitalisation des process. Voilà. Super. C'est très clair. Donc, le premier sujet, ça serait la moindre des choses, c'est de définir ce que c'est que l'expérience client. Alors, je sais que Laurence adore travailler sur ce concept, puisque c'est sa spécialité. Est-ce que tu veux nous dire comment tu entrevois l'expérience client? Alors, comment j'entrevois l'expérience client? C'est vraiment la relation entre la marque et ses clients et prospects, puisqu'on oublie souvent les prospects. Moi, j'aime bien m'attacher aussi à la partie qu'on ne voit pas. Pour aller creuser, parce que effectivement, quand on a son client en face de soi ou en point de contact, on sait ce qu'il attend et on sait ce qu'il veut. Mais tous ceux qui ne viennent pas jusqu'à cette étape-là, c'est aussi très intéressant pour la marque. Donc, c'est vraiment ce qui définit tout cet échange qui peut être émotionnel ou financier,
quand on est client, avec une marque sur l'ensemble de ses points de contact. Aujourd'hui, on le sait, ils sont multiples, online, offline, en magasin, via des messageries instantanées, via des chats voilà, divers, des chatbots aussi, où il faut récupérer effectivement la voix du client. Donc pour moi, ça englobe tout ça. C'est une définition qui est assez vaste et qui regroupe de nombreuses finesses voilà, sur cette relation marque, entreprise et client. Mon cher Belaïd, tu vois ça comment, l'expérience client? Je rejoins Laurent sur ce qu'elle vient de dire. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a, au-delà de la relation à la marque, il y a la relation au produit aussi. C'est très vrai dans le B2B, je trouve. Puisque on a une panel de produits qui sont souvent très proches, concurrents, mais souvent très proches. Et donc, il y a des attachements particuliers aux features, et à ce genre de choses. Du coup, je pense que ça va au-delà même de la marque, même si, évidemment, ça reste quand même le principal driver. Et puis, je vois aujourd'hui, en tout cas, par rapport à il y a 10 ans, quand on était dans l'immobilier et qu'on en était à parler d'expérience client au travers des avis clients, je vois qu'aujourd'hui, il y a quand même une accélération qui est liée à la tech et à l'IA, où on voit de plus en plus cet univers de l'expérience client, de la relation client globale, du customer success, se transformer fortement et se complexifier de plus en plus. Et du coup, pour moi, il y a de très gros enjeux derrière qui en découlent. On va en parler après, mais sur à la fois les métiers et la relation que ça implique entre la marque et son client. Voilà. C'est très clair. Alors Sam, en parlant d'IA et de voix du client, toi, tu es bien placé maintenant chez Bad Voice. Explique-nous ce que fait Bad Voice par rapport à l'analyse du sentiment, l'analyse de la voix du client. Bien sûr. Déjà, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'expérience client, qui est une somme effectivement d'interactions, qu'elles soient positives ou négatives, entre un client et une marque, un produit, pourquoi pas, effectivement, comme le dit Belaïd, il a raison, dans le cadre d'un process quelconque de vente, de renouvellement, de support, d'interactions diverses et variées, ou même d'annulation d'une prestation ou d'un achat, parce qu'on l'oublie, mais dans l'expérience, il y a l'arrivée, mais il y a parfois aussi le départ. Parce qu'il faut aussi savoir parfois, comme dans une entreprise, quand on part partir sur un bon train, parce qu'on ne sait jamais, on pourra recroiser des gens, c'est la même chose avec un client qu'on pourrait retrouver un jour, c'est pas parce qu'il passe de Orange à SFR et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point important également que je trouve on néglige un petit peu. Et effectivement, par rapport à Bad Voice, dans l'interaction, il y a les émotions et la satisfaction. Et effectivement, ce que Bad Voice fait aujourd'hui, pour repasser rapidement sur Bad Voice et revenir plus sur le sujet, c'est étudier et analyser les émotions des clients dans le parcours oral, donc c'est-à-dire lors de discussions, d'échanges sur plutôt du téléphone, donc, entre un client et un agent ou un commercial, pour pouvoir en tirer justement des corrélations entre la trajectoire émotionnelle du client, c'est-à-dire qu'il peut commencer par exemple par être mécontent et ensuite s'il quitte l'appel en étant content, est-ce que son taux de SAT est par exemple plus élevé? Ce sont des choses que l'on fait chez certains de nos clients. Et en règle générale, de voir un petit peu quelle est l'émotion du client par rapport à ses interactions, par rapport avec son fournisseur. Et voilà, et c'est ce que tente de faire Bad Voice, tout en bien évidemment mettant un module d'action en fin de processus pour que les agents puissent continuer à être formés de manière permanente et qu'on ait une vision rapide, par exemple, des colères et des irritants, pour pouvoir rappeler rapidement un client qui a été en colère lors d'un appel et qu'on n'aurait pas détecté forcément parce que l'agent est passé rapidement sur autre chose. Alors, si on fait une synthèse de vos trois définitions, on a quelque chose de très riche et de complet sur la définition de l'expérience client. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est que notre mission aujourd'hui, c'est de prouver que l'expérience client, quand elle est bien gérée, elle a un impact sur la performance commerciale, donc sur la rentabilité de l'entreprise. Alors qu'on parle en matière d'expérience client, de sentiments et d'émotions. Donc, on est vraiment lié à la psychologie. Ça fait partie des critères de segmentation qu'on appelle les critères psychographiques, quand on fait une segmentation complète, et qui est lié aussi au comportement des clients. Et tout ceci est lié à l'ensemble des points de contact entre le client
et la marque, quels que soient les canaux, qu'ils soient physiques ou digitaux. Ça veut dire que c'est extrêmement complexe et que le moindre grain de sable dans le parcours client peut impacter l'image que le client a de la marque. Alors, en matière de recherche académique, où je joue aussi mon côté doctoral et prof, il y a de manière très évidente, ils ont prouvé que l'expérience client a un impact sur la valeur perçue de la marque, donc sur la qualité du parcours et de l'expérience, laquelle a un impact sur la fidélité des clients, laquelle a un impact sur la rentabilité. Donc, c'est complètement rentable. Et ça, c'est fait sur des exemples concrets, parce que la recherche académique se doit de prouver ce qu'on raconte. Donc, partant de ce principe que l'expérience client doit avoir un impact sur les performances de l'entreprise, dites-nous en plus pourquoi on doit travailler sur l'expérience client. Quelles sont les principales motivations des annonceurs, des marques pour travailler sur l'expérience client? Laurence, tu veux commencer? Alors, il y a quelque chose qu'on oublie souvent parce que dans le cadre d'un parcours client, on peut avoir de l'expérience client en amont, pendant l'acte d'achat, on va dire, sur différents points de contact et après. Et bien souvent, on pense que l'expérience client, et en tout cas cette satisfaction client qu'on mesure, elle a un impact après. Et aujourd'hui, avec le digital, c'est en amont en fait que ça a un impact. Et justement, cette expérience client qui pourrait être négative a un impact en amont sur d'autres clients. Bien évidemment, je veux parler des avis clients. Si par exemple, 6 mois à l'avance, je préparais l'achat d'un véhicule neuf et que je fais une recherche sur Internet et les réseaux sociaux, si je suis en contact avec des avis négatifs, des problèmes avec un service client, un moteur, un problème voilà, de prix, pourquoi pas, eh bien, peut-être que je n'aurai jamais la possibilité d'être en contact avec la marque pendant un acte d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de s'en préoccuper pour les nouveaux clients et pour les nouveaux prospects. Et en cela, évidemment, c'est ultra rentable. Hein, c'est comme si on avait des gens qui étaient devant notre vitrine de magasin et qui vous empêchaient de rentrer dans le magasin en vous disant non, 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 n'y allez surtout pas parce que la vendeuse n'est pas sympa, le produit n'est pas fiable, le prix est exagéré. C'est exactement la même chose. Donc, il faut absolument s'en préoccuper pour les prospects, pour les nouveaux clients. Et c'est tout l'engagement des marques aujourd'hui, c'est d'éviter d'avoir ces avis négatifs, hein, d'avoir cette mauvaise notation dans Google et de pouvoir corriger le tir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le client est encore plus roi. Hein, le pouvoir a changé de main et le pouvoir est entre les mains des clients de la marque. Donc, bien sûr que c'est plus que jamais prépondérant dans l'acte d'achat. Donc là, tu nous parles de l'impact négatif, de la viralité des bad buzz, et donc de… Oui, alors c'est pas du bad buzz, puisque le bad buzz pourrait reposer sur rien. Là, on est sur un retour client qui pourrait être négatif sur certains points et donner une image négative de l'entreprise, notamment sur sa relation avec ses clients. Hein, on va pardonner qu'il y a un petit problème, s'il est corrigé. Par contre, si la marque ne répond pas à son client, là, ça devient compliqué. Donc, ça veut dire que tous les points de contact et les canaux d'interface entre les clients et la marque, partout où remontent des irritants ou de l'insatisfaction, doivent être traités en temps réel. Comment tu vois ça, justement, Belaïd, toi qui gères un grand nombre de commerciaux, 40, je crois? Oui. Alors, pour moi, c'est un sujet très complexe et on n'aura jamais le temps, je pense, de tout couvrir. Mais je rejoins aussi Laurence sur le fait qu'en amont, l'identité de marque, c'est d'abord, à mon avis, le premier contact que va avoir le client avec l'entreprise et avec son produit potentiel. Cette identité de marque, elle peut parfois être floue et donc déjà générer de l'insatisfaction au départ. Donc il y a au niveau marketing, je pense, et donc en amont, il y a des vrais sujets et il y a des liens très forts entre ce que va produire le marketing, ce que va produire le commercial, le commerce entre guillemets au sein de l'entreprise et ce que va produire aussi le produit lui-même, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de concevoir le produit, le marketer, le développer pour ensuite le commercialiser. Donc c'est vraiment très vaste et je pense que il faut faire preuve de beaucoup d'humilité pour adresser ces sujets. Après, de façon beaucoup plus micro,
moi, je crois beaucoup dans la vertu de la culture de l'entreprise, donc de la culture qu'elle véhicule à l'extérieur, donc vers ses potentiels clients, vers ses prospects. Et cette culture, elle doit de toute façon, à mon avis, et c'est une clé de succès pour n'importe quelle boîte, elle doit être en lien et en phase avec la culture interne de l'entreprise qu'elle développe auprès de ses salariés et de ses collaborateurs. Et donc, l'expérience client, elle revêt aussi cette dimension-là. C'est-à-dire que si j'ai un message de marque vers le prospect et que ce prospect, lorsqu'il rentre en contact direct avec l'entreprise, correspond à un alignement complet entre le message qui est véhiculé et l'interlocuteur qu'il va avoir, il y a de grandes chances pour que derrière l'expérience aboutisse à un succès et à de la fidélisation. Et la fidélisation, on le sait, c'est aussi un moyen de créer du recurring sur nos revenus. Voilà. De façon très courte. Hein. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que, en fait, si on décrypte un petit peu, c'est aussi une question de cohérence entre la promesse de la marque et le delivery. Tu viens de dire. Mais pour tenir ces promesses, je m'adresse à vous trois là. Est-ce que vous ne croyez pas que quand on embauche des gens, que toi tu en embauches tout plein, mon cher Belaïd, là, chez Live Mentor, il faut, outre les compétences techniques, que les gars ils aient le bon mindset et des soft skills qui vont bien par rapport à la promesse de la marque. C'est évident. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Laurence, tu veux? Oui, c'est évident. Tu sais, le client, quand il va en magasin, il a ça entre les mains. Donc déjà, il a un certain nombre d'informations assez précises, notamment s'il est sur le site internet. Il a pu comparer les prix, comparer les caractéristiques du produit. Et quand il arrive en magasin, si jamais il tombe sur quelqu'un qui est un peu stressé, qui n'a pas le temps, qui doit mettre en place son stock ou refaire son merch, évidemment, là, on va avoir un cas de rupture dans la relation entre la personne et la marque. Quelqu'un qui ne te sourit pas, qui ne te dit pas bonjour, qui est occupé au téléphone, ça peut être problématique, effectivement. Donc, le mindset, il est évident, puisque qui dit conseiller heureux, client heureux. On est en effet miroir. Et à l'inverse, quelqu'un qui ne va pas te renvoyer une bonne image, comme on le disait tout à l'heure, il va être porteur de l'ADN et de la culture de l'entreprise. Donc, si elle est négative, l'image, même si on dépense beaucoup d'argent dans une communication ou en publicité, ça risque d'être pénalisant pour la marque. D'accord. J'ai une remarque de nos participants, Philippe, qui nous dit les clients peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est très clair. En bien comme en mal. Oui, bien sûr. Oui, on est aligné, c'est sûr. Alors, Samer, toi qui, avec le speech analytics et des technologies d'IA chez Bad Voice, tu travailles sur l'analyse de la voix du client et des sentiments. Est-ce que justement, votre technologie permet d'identifier les soft skills qui font que l'interaction avec les clients est plus ou moins efficace, plus ou moins appréciée? Parce que outre les compétences techniques et la bonne marche du parcours client dans les process classiques de gestion de la relation client. Oui, alors, donc c'est d'abord ce qu'il faut dire sur l'IA en général, c'est que l'IA est un outil qui sert à des prises de décision des êtres humains. Ça, c'est un point important. Et dans notre offre, en tout cas, c'est quelque chose de cardinal. Et il ne cherche certainement pas à remplacer quiconque, parce que si on part de ce principe, on va se renvoyer, parce qu'elle n'est pas capable aujourd'hui ni de prendre des décisions. Peut-être qu'elle le sera un jour, et je ne sais pas si on aura envie de cet avenir-là d'ailleurs. Mais elle ne prendra pas de décision à la place de l'humain. Après, sur la question que tu poses, si la question est de dire est-ce que l'IA est capable de voir si tel agent ou tel commercial, quand il répond utilise les bons éléments de langage, qu'il fait de l'upsell, qu'il propose de l'upsell ou du cross-sell, qu'il répond bien à la problématique du client, que quand il parle, il utilise les bons mots, qu'il a les bonnes intonations, qu'il n'y a pas beaucoup de colère dans les mots qu'il utilise, qu'il y a de la joie, qu'il y a du sourire. Oui, Bad Voice est capable de donner ces informations-là pour que l'agent et son superviseur puissent travailler sur la méthode qu'il a utilisée ou la façon dont il a pu parler avec son client dans un objectif d'amélioration continue de sa performance.
Mais au-delà de ça, et pour revenir sur ce qu'on vous disait juste sur l'optimisation justement du parcours client, qui aujourd'hui se caractérise par des interactions multicanales. La voix est un élément, mais aujourd'hui, les clients, Laurence l'a très bien dit, et Belid aussi, ils sont avec leur téléphone portable, ils sont sur WhatsApp, ils sont partout. Donc, ils sont capables de répondre de tous les sens. Et surtout, dans l'expérience du client et l'approche d'un acte d'achat ou d'une annulation, quand ils arrivent vis-à-vis de leur agent, vis-à-vis de leur conseiller, ils sont déjà bien au fait de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ont pu voir. Donc, avant, c'était McDo qui disait « venez comme vous êtes ». Les clients, ils sont, hein, ils viennent avec un tas d'informations sur toi, sur ta concurrence, sur ce que tu as pu faire, sur ce qu'ils ont pu voir sur des Glassdoor et d'autres solutions. Enfin, les Glassdoor, c'est plus d'ailleurs pour le recrutement, mais il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent qui permettent de donner des informations sur l'entreprise et sur la marque que l'on veut voir. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, dans le parcours, d'avoir le maximum d'input sur les émotions, les interactions des clients, et en contrepartie, de mettre en place les bonnes actions nécessaires pour répondre aux irritants que les clients peuvent rencontrer dans le parcours client. Et je pourrais vous donner des exemples un peu plus tard sur comment les entreprises arrivent à, en écoutant ce que dit le client, à optimiser le parcours et donc à réduire et avoir un ROI rentable, vraiment une vraie rentabilité sur l'action qu'ils peuvent en tirer. Alors, pour en dire un peu plus sur Bad Voice, vous avez une technologie d'IA qui transforme la voix en texte, qui ensuite est scannée par des outils d'analyse sémantique et qui peut remonter aussi bien les sentiments du client de par leur sémantique, mais aussi par leurs intonations, l'accent, la manière dont ils parlent. C'est bien ça. C'est ça, c'est les émotions. Et ça dans toutes les langues pratiquement. Oui, on est multilingue et c'est effectivement c'est les émotions qui sont donc on a d'abord la partie vocale pure, donc ce qui est dit, et puis ensuite on rajoute par-dessus ça la partie émotionnelle, colère, irritant, et puis neutre ou plutôt joyeux. Effectivement, c'est grâce à ça qu'on arrive à donner de l'information pour les agents pour qu'ils puissent mieux répondre, parfois en temps réel, puisqu'on travaille par exemple avec le SAMU pour leur donner des facilités de prise de décision pour réorienter les personnes en fonction de leur état de stress, par exemple, ou de panique. C'est une belle marque de confiance que le SAMU travaille avec vous et de l'IA. Oui, tout à fait. Il y a des vies en jeu. Alors, ce que tu nous dis là, Samer, ça me renvoie à un travail qu'on avait fait avec Belid quand tu étais chez Meilleurs Agents, où on avait mis en place une météo du client dont le principe était de se dire qu'on doit piloter la relation avec les clients en fonction de ce que les clients pensent de la marque. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Que je suppose que tu as remis ça en place chez Live Mentor, Belaïd. Alors, pas chez Live Mentor. Là, on est vraiment sur du B2C. Enfin, B2C, 2B, mais chez Meilleurs Agents, c'était vraiment spécifique au B2B. Et effectivement, on avait mis en place cette météo dans un contexte où on venait de trouver notre positionnement B2B sur le marché immobilier, en tout cas sur une cible d'agents immobiliers, et où on devait évangéliser une profession et des clients potentiels qui n'étaient pas du tout culturellement orientés sur ces logiques d'expérience client et de satisfaction. Et qui voyaient le fait de solliciter un avis client comme, entre guillemets, une façon de se renier, en fait. Voilà. Donc, il a fallu changer ce mindset. Ça a été très long. Et franchement, je le dis en toute humilité, mais les équipes de Meilleurs Agents ont été, je pense, et cette boîte a été, je pense, à l'origine de cet engouement qu'a aujourd'hui la profession d'agent immobilier pour la vie client. Si vous avez eu récemment des expériences avec des agents immobiliers, je pense que tous, vous avez été sollicités pour un avis. Tous, sans exception. C'est vrai qu'avant Meilleurs Agents, qui a complètement disrupté le métier des agents immobiliers, que je connais très bien par ailleurs, pour avoir été directeur de la partie congrès du salon de la copropriété pendant des années, étaient plutôt pas digitaux du tout et plutôt très conservateurs, y compris chez les jeunes agents immobiliers. Et là, vous avez changé les pratiques du métier. Oui, parce qu'il y avait une culture aussi de la rente informationnelle qui était très forte, donc, du coup, puisque personne n'avait accès au prix à part l'agent immobilier. Donc, du coup, il y a une espèce de choc des cultures. Et donc, on a mis en place cette météo puisque
je vais être très dans le détail, mais il s'agissait de permettre à un agent immobilier de bénéficier de l'attractivité du site Meilleur Agent pour son agence et donc d'avoir une vitrine virtuelle. Et donc, cette vitrine virtuelle, elle impliquait pour lui aussi de faire un effort de compréhension et d'usage pour pouvoir avoir un ROI sur cet investissement puisqu'il nous versait un abonnement. Et donc, pour mesurer cette satisfaction, on avait mis en place cette météo, ce qui nous a permis à la fois d'améliorer le parcours et l'expérience de nos clients agents immobiliers, mais aussi d'améliorer le produit. Et très souvent, c'est à l'usage que certains agents immobiliers nous ont fait découvrir des fonctionnalités qu'on n'avait pas vues. Et donc, c'était quelque chose de très, très nouveau pour moi en tout cas. Et il a fallu mettre tout ça en musique. Et la météo du client a été, de ce point de vue, extrêmement précieuse pour nous. Et elle nous a permis d'aller plus vite et plus loin. Voilà. Alors, moi qui ai modestement participé à ça, notamment sur la météo client, je dois avouer que j'étais assez admiratif par la manière dont était gérée et conduite la stratégie de développement de meilleurs agents, qui est certainement une des plus belles startups que j'ai vues dans ma vie, parce que c'est 10 ans d'autofinancement avant de lever de l'argent pour faire de la pub grand public, pour faire connaître la marque. Et même pas 2 ans après, vous avez revendu 200 millions, donc ce qui est absolument fabuleux. Surtout 10 ans d'autofinancement et de croissance interne. Mais le souci que vous aviez d'ores et déjà sur l'expérience client, avec 3 niveaux en fait, de manière d'exploiter la voix du client, le crowdsourcing tout à fait classique, ce qui est peut-être le bas de la pyramide. Ensuite, plus élaboré, ce qu'on peut appeler l'idéation participative, c'est demander à vos clients qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur, là où tu parles d'amélioration du produit. Et enfin, ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire une démarche de co-construction avec un certain nombre de clients en petit comité. Et ça, j'avoue que c'est une preuve aussi de transparence, d'humilité qui a fait votre succès. Donc, il y a un vrai beau mindset. Moi, j'applaudis encore dès demain cette marque qui est Meilleurs Agents. Laurence, est-ce que ça te fait réagir, cette façon d'optimiser l'expérience client en travaillant en co-construction avec les clients? Est-ce que tu as des exemples à fournir? Oui, tout à fait. Alors, j'ai aussi été côté client, j'ai travaillé en entreprise aussi, j'ai pas travaillé que dans des cabinets de conseil. Et quand j'étais notamment chez Etens, directrice du digital et de la relation client, on avait essayé de comprendre pourquoi sur tous les devis qui étaient faits, il y avait la moitié des devis qui n'étaient pas validés. Et donc, on avait un questionnaire client qui était envoyé 15 jours après la visite en magasin pour savoir s'il y avait eu un devis, comment on avait, est-ce que le devis convenait, etc., etc. Et on se rendait compte que systématiquement, quand on posait la question si le devis avait été validé et pourquoi il ne l'avait pas été, on avait une réponse qui était le prix. Et donc, quand on est allé analyser en fait les devis, on se rendait compte qu'en fait, ils étaient systématiquement au-dessus du panier moyen. Donc, on avait une information importante et cruciale d'un point de vue de performance commerciale qui était le panier moyen. Et en magasin, eh bien, on avait des conseillères qui étaient tellement douées pour la décoration, qui étaient tellement passionnées par ce métier de décoration, qu'elles rajoutaient beaucoup d'options. Elles proposaient des tissus qui étaient plus chers, elles s'amusaient avec la demande du client. Et en fait, elles étaient systématiquement au-dessus du panier moyen. Donc, il a fallu aussi travailler avec les équipes des magasins pour leur dire, écoutez, ça vous fait plaisir, on le comprend bien, mais par contre, vous savez que le temps que vous allez passer à faire ce devis, vous allez le perdre parce qu'il ne sera pas validé. Et donc, en fait, on a travaillé vraiment sur cette question d'acculturation à cette notion basique des commerçants qu'est le panier moyen, pour les aider en fait à se rapprocher du panier moyen. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait aussi pour ça? C'est qu'on a mis en place un outil de devis, de création de devis, dans lequel on avait limité les options. Comme ça, elles avaient, voilà. Il ne faut pas confondre la vente et le hard selling, ça, je voilà. pense. Mais c'était tout à l'heure aussi, c'était pour elles, parce que en fait, faut savoir que les magasins sont des franchisés et que du coup, c'était de l'argent qui ne rentrait pas dans leur poche. Et donc, dans un magasin de décoration, on peut avoir des personnes qui sont excellentes en décoration, mais qui ont besoin d'être accompagnées sur des sujets d'expérience client et de performance commerciale, puisque c'est bien notre sujet d'aujourd'hui.
C'est très clair. Sam, est-ce que tu veux réagir là-dessus, sur Non, notamment la démarche de co-construction? Ouais, bah, la démarche de co-construction, bon, je trouve déjà c'est super intéressant l'exemple de Laurence parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir que on prend une information et la donnée, Dieu sait si on a de la donnée à profusion partout dans nous, mais de prendre la donnée terrain qui est celle effectivement du devis et d'avoir la présence d'esprit de la comparer déjà au panier moyen, de faire un rapprochement et d'aller regarder ce qui s'est passé exactement. Ça, c'est un mindset que tout le monde n'a pas, que peu de marques ont. Elles ont profusion de data et elles l'utilisent pas. Donc déjà, ça, je salue l'exemple parce que c'est très, très intéressant. Et c'est bien la preuve que en regardant aux bons endroits et en prenant les bonnes décisions, on arrive à faire des changements vraiment profonds. Et puis après, effectivement, par rapport à la co-construction, bah, alors, bon, l'exemple de Bad Voice, alors moi, dans ma vie passée aussi, j'ai fait des exemples de co-construction, mais là, chez Bad Voice, par exemple, la solution a été en grande partie développée aussi par un de nos clients, enfin, en parallèle avec un de nos clients, avec ses besoins. Et en permanence, nous avons une évolution permanente des features avec le retour de ce client. Donc, on est vraiment au plus proche de ce dont le client a besoin. Par exemple, la détection de la colère, c'est quelque chose d'un de nos clients en avait besoin. On l'a mis en place avec un tableau de bord qui permettait de voir effectivement le taux d'appel qui présente de la colère. Et le client a pu voir sur 5 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus la durée exacte, mais voir son taux d'appel de colère baisser de 6%. Passer donc de près de 9 à 3% à peu près de colère détectée dans les appels, parce que en prenant ces informations-là, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être des choses qu'il fallait qu'il change dans le processus de l'expérience client digitale. Par exemple, beaucoup de gens étaient en colère parce que ils arrivaient, c'était dans le tourisme, ils arrivaient pour prendre leur location, ils arrivaient parfois à 11h, minuit, et c'était pas très clair la façon dont ils pouvaient récupérer leurs clés, dont ils pouvaient accéder à leur logement. Et quand on arrive à minuit avec 3 enfants et qu'il faut rentrer vite dans le logement et qu'on doit appeler un centre d'appel qui répond normalement, mais qui met du temps à répondre, la colère peut s'activer très vite. Et donc, en mettant des informations, par exemple, sur un mail qui est envoyé le jour de l'arrivée avec des informations précises qui n'existaient pas avant, bah, ils ont changé ces choses et ça a réduit effectivement les irritants du client. Donc, voilà. Alors, Laura nous dit en ligne qu'elle a eu une mauvaise expérience avec un agent immobilier qui, après avoir signé le contrat, n'a pas suivi le contrat et donc on a été assez dégoûté. Donc, ça arrive souvent apparemment dans l'immobilier. Donc, je suppose que Valérie, tu le confirmes. Il faut suivre les clients une fois qu'on a signé et pas se contenter de signer. Alors, maintenant, on va peut-être parler de manière d'évaluer la qualité de l'expérience client. Parce que quand on est dans un univers digital, avec des canaux physiques et digitaux, il faut avoir une égalité du traitement des clients et de leurs demandes, quel que soit le canal, et ce qui est très compliqué, parce que souvent les entreprises sont plus multicanaux que cross-canaux, et les canaux ne sont pas reliés les uns aux autres. Qu'est-ce qui veut intervenir sur cette notion d'évaluation de la qualité de l'expérience client? Belaïd, je crois que tu as beaucoup d'expérience en la matière, avec des plateformes notamment. L'évaluation de la qualité de l'expérience client, bon, vaste sujet, mais ça dépend de ton modèle en vrai. Enfin, je veux dire, on est quand même. Enfin, là, on parle quand même de choses qui peuvent être très différentes selon que tu es en B2B ou en B2C. Tu as une façon de mesurer ton expérience, c'est ton taux de réemploi, par exemple. Est-ce que ton client revient régulièrement acheter? Est-ce qu'il le fait de façon assez naturelle ou est-ce que ça demande un effort important de la part de tes équipes ou tes ressources pour pouvoir le ramener à nouveau et le réengager? Donc, il y a cette notion d'engagement vis-à-vis de la marque et des produits ou du produit. Donc, on peut le mesurer comme ça. On peut le mesurer aussi de façon très basique au travers de questionnaires. Questionnaires clients classiques qu'on reçoit tous régulièrement et qui, en taux de réponse, sont quand même très. Enfin, les taux de réponse sont quand même très marginaux. Je pense que ça a été trop. C'est une corde qui a été trop usée et utilisée. Voilà un peu ce que je peux dire, mais il y a plein de façons de le faire en fait, et c'est très. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas être dogmatique. Je pense que chaque modèle, chaque boîte, selon son univers, aura toute une
possibilité, un tas de possibilités de pouvoir mesurer cette expérience. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans un truc très dogmatique. Voilà. Je pense que chaque boîte doit s'inventer ses propres outils de mesure de l'expérience en fonction de son identité, en fonction de ses produits, en fonction de son univers, etc. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans du dogme pour ces sujets-là. Sinon, je vous ferai un cours. Je vous ferai un cours sinon. Il faut quand même des critères de mesure. Donc, comme je sais que Bad Voice a mis en place un grand nombre d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour mesurer la qualité de l'expérience client, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Sam? Oui, mais je rejoins d'abord Valérie sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas de dogmatique et que chaque entreprise doit avoir une finesse dans l'analyse de la SAT de client, on appellera ça comme on voudra, ou de l'expérience client, bien qu'il y ait quelques critères de mesure qui soient communs. On parle de la CSAT, on parle du Net Promoter Score, on parlera tout à l'heure, on parle de l'effort score. Enfin, il y a plein de sujets qui existent aujourd'hui. Nous, de notre côté, ce qu'on essaye de mettre en place comme KPI, ce sont des KPI qui sont assez concrets pour notamment les centres d'appel, les centres de relations clients, parce que ça, c'est très important. Par exemple, le FCR. Le taux de FCR, c'est le nombre de fois où le client est servi dès le premier appel. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre un maximum d'appels traités et résolus dès le premier appel, de ne pas avoir de nouveaux appels. Pourquoi? Parce que pour la marque qui a un support externalisé, par exemple, quand elle va souvent payer à l'appel, si un client rappelle 3 fois pour être servi, elle va payer 2 fois de trop. Elle préférait payer qu'une seule fois. Donc ça, c'est un taux qui est très important dans le suivi et qui peut donner une idée effectivement d'un début, on va dire, d'explication sur la relation client. Si on a un FCR qui est intéressant, s'il y a quasiment tous les appels qui sont tous, c'est impossible, mais une grande partie des appels qui sont traités dès le premier appel, ça veut dire que c'est pas forcément que les clients sont satisfaits, mais ça veut dire que déjà on est dans une bonne démarche. Après, on va associer ça à d'autres critères de mesure selon les entreprises qui vont pouvoir effectivement apporter plus d'informations et plus de délais. Il y a ce qui est on va dire réactif et ce qui est plutôt proactif. Je dirais qu'il y a ce qu'on recueille comme information du call en lui-même et ce que le client, lui, va déclarer après l'appel. C'est-à-dire ce qui va répondre à une CSAT. Effectivement, aujourd'hui, les taux sont très variables. Ça va être de 10 à 25, 30% selon les entreprises. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Ce qu'il va dire sur un réseau social, qu'on va détecter ou pas, par l'écoute et par les solutions d'écoute qu'on aura mis. Donc, c'est tout ça à la fois. Donc, c'est vraiment... c'est pas nébuleux, mais c'est très complexe et c'est un nombre d'informations importantes qu'il faut recueillir et ensuite utiliser. Et c'est là que le plus difficile commence, parce que c'est pas parce qu'on a de la CSAT ou qu'on a de l'information sur l'écoute de la voix du client ou bien du retour des réseaux sociaux qu'on a fini le comment ça se passe justement. Alors, tu viens de souligner la complexité de l'évaluation de l'expérience client, mais c'est lié aussi au fait que c'est cross-canaux, qu'on ne maîtrise pas tous les canaux, parce qu'il y a des canaux qui peuvent être sous-traités. Quand on est en B2B2C ou B2B2B, on a des distributeurs. Et très souvent, les canaux ne sont pas forcément gérés en cross, c'est-à-dire qu'ils sont parfois indépendants les uns des autres, ce qui complique la vie des gens qui gèrent l'expérience client. C'est très clair. Donc, est-ce que vous diriez que il y a quelques business cases en dehors des grands classiques, comme celui des Apple Store, qui sont toujours emblématiques en matière d'expérience client, qu'on peut citer comme étant exemplaires ou en tout cas source d'inspiration? Laurence, à toi l'honneur. Dans le retail et tu viens de le dire, moi, je pense que c'était quand même important de parler de l'omnicanal parce que plus tu as de canaux et plus tu as de possibles points de contact sur lesquels tu peux avoir des interactions clients. Donc, c'est vrai que dans le retail et notamment chez nos amis dans les Hauts-de-France, on a quand même beaucoup d'enseignes. Il y en a qui sont assez performantes sur ces questions-là. Je pense à des gens comme Leroy Merlin qui ont beaucoup travaillé sur la notion de conseil à apporter aux clients, qui génère cette satisfaction client et puis, in fine, un acte d'achat. C'est quand même ça qu'on cherche. Et ils l'ont travaillé sur l'ensemble des canaux. Donc, on a vraiment des enseignes qui ont bien compris qu'il y avait des choses qui se passaient en magasin et qu'il y a des choses qui se passent online.
Et donc, l'idée, c'est que quand tu es dans le magasin, tu vas peut-être faire une recherche et une détection, et puis tu vas peut-être finaliser ton acte d'achat en ligne parce que tu dois retourner chez toi pour prendre des mesures, pour vérifier un certain nombre de choses. Donc, il faut que, en fait, cette expérience sans couture, elle soit réelle et pas simplement des propos marketing. Donc, il y a un gros boulot qui est fait là-dessus parce que sinon, ça crée des ruptures. Et en fait, on se rend compte qu'il va y avoir des paniers abandonnés, qu'il va y avoir une insatisfaction client. Moi, je pense qu'il y a énormément de choses à surveiller. Alors, quand on fait du conseil, on est vraiment dans tous ces points de détail, mais du côté des entreprises, il y a énormément de choses. Et par exemple, les paniers abandonnés en font partie quand on a une interface e-commerce. Après, moi, j'aime bien parce qu'on peut revenir à son propre persona, qui est aussi un sujet très intéressant à travailler quand on veut travailler la satisfaction client. Mais par exemple, Doctolib, on n'est pas sur une plateforme américaine, mais qui peut fonctionner comme une plateforme américaine. Qu'est-ce que c'était pénible auparavant de prendre rendez-vous avec un médecin, d'avoir la secrétaire qui est en ligne toute la matinée, la pauvre, et quand on finit par la voir, on n'est pas content. Donc, on peut l'entendre et malheureusement, elle y est pour rien. Donc, ça a quand même fluidifié la prise de rendez-vous avec un praticien, de pouvoir en fait être en contact et aussi créer son dossier, parce que ça, on l'oublie souvent. C'est pas que de la prise de rendez-vous. On peut y mettre ses analyses de sang, préparer un rendez-vous en mettant ses radios. Donc, en fait, on a là un vrai apport sur la notion de relation client avec un praticien. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Après, j'en ai plein. Decathlon n'est pas le dernier non plus. Decathlon propose de tester des sports, de vérifier, par exemple, quand vous achetez un vélo, qu'il a la bonne taille, qui va vous convenir en termes de poids, qui correspond bien aux besoins que vous allez avoir. Decathlon a fait énormément de choses en magasin et en ligne pour faciliter l'expérience client. C'est pas parmi les plus grandes, les marques préférées des Français pour rien. On peut citer Ikea, etc. Donc voilà, on a quand même pas mal d'enseignes françaises qui tirent leur épingle du jeu sur ces sujets-là. Alors, tu viens de citer quand même Leroy Merlin et Decathlon, qui sont deux marques d'un même groupe, nordistes qui plus est. Donc, pour petite histoire, tu es à Lille, donc tu es donc assez fier de ton territoire. Mais Leroy Merlin, pour lesquels je suis intervenu longuement, notamment en Pologne, a créé il y a plus de 30 ans, avec Maria Flamand, que je connais bien et que je tiens à saluer, je ne sais pas si elle nous écoute, mais la voix du client. Et c'est un département qui était très important, et c'est l'écoute de la voix du client qui, depuis des décennies, donne le là de la stratégie de Leroy Merlin. Donc, ils sont très, très soucieux des clients, qui considèrent plus que comme des clients, parce que chez Leroy Merlin, ils n'appellent pas clients, mais ils les considèrent comme des habitants. Tout à fait. C'est une culture très, très forte. C'est le point d'entrée de tout chez eux. Exactement. Donc, eux, ils sont passés maîtres dans l'écoute de la voix du client, et c'est vraiment un outil de pilotage de la stratégie. Ce n'est pas juste un baromètre. Là-dessus, je voudrais rajouter que c'est ce qui permet à ces enseignes de monter sur le serviciel et de pas simplement être dans la vente de produits manufacturés. Et on voit aussi beaucoup d'intérêt à connaître son client. Par exemple, chez Kiabi, qui propose aussi par exemple de la location pour les jeunes, les futures mamans, la location pour les bébés, ce qui permet aussi de comprendre en fait les étapes de vie de leurs clients. Et c'est là, je pense, où ces marques font vraiment la différence. Alors, le fait est que ce sont des enseignes nordistes, mais tu sais qu'il y a un certain nombre de choses, dont par exemple la VPC ou le e-commerce en France, qui ont quand même leur berceau dans la métropole lilloise, et que la VAD, notamment en termes de relations clients, certains d'entre vous le savent bien, ça a débuté ici dans notre belle région. Alors, on ne parle plus de VPC. Coucou aux nordistes. Alors, ma chère Laurence, excuse-moi de te reprendre, mais on ne parle plus de VPC et de VAD, mais tu as raison, à l'origine de la FEVAD, par exemple, qui est une institution extrêmement honorable et qui fait de très belles choses, dirigée par un autre de mes petits camarades qui s'appelle Marc Olivier. Ils ont 90% ou même plus du e-commerce en France. Donc, il y a une évolution incroyable entre les VP6, les VADistes, à l'ancienne, et qui faisaient des catalogues papier, comme La Redoute, etc., et le e-commerce, et ils ont bien pris ce virage pour devenir maintenant des leaders du e-commerce. Et tu as raison, ils sont beaucoup nordistes. Alors, revenons maintenant à cette notion de culture que vous avez évoquée tout à l'heure, où les marques qui sont les plus performantes,
en matière d'expérience client et donc qui finalement ont un impact sur leur compte de résultats, ont une culture de l'écoute du client, et pas seulement de l'écoute, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, mais ensuite d'agir en temps réel pour exploiter la voix du client pour s'améliorer dans une logique d'amélioration continue. Comment peut-on, là je m'adresse notamment à Bélaïd et à sa mère, comment peut-on mettre en place une culture de l'écoute du client avec derrière des plans d'action quasi temps réel? Déjà, il faut déjà rencontrer les clients. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez beaucoup de boîtes où les seuls à rencontrer les clients et échanger avec eux sont les commerciaux, les vendeurs, quoi. Ou à la limite, les techos, les techniciens quand il y a besoin d'un peu de support technique. Et donc, globalement, la culture customer centric, elle se développe autour d'un dogme, à mon avis, c'est que chaque membre, chaque acteur de l'entreprise, que ce soit les dirigeants, que ce soit les gens du marketing, que ce soit les commerciaux, que ce soit les techniciens, peu importe, tout le monde doit rencontrer des clients régulièrement et échanger avec eux. C'est une façon pour moi de créer cette culture de l'expérience et surtout de l'assurer et de la garantir. Si les techs restent dans leur coin à développer du code sans jamais rencontrer le client, ça peut poser de gros problèmes à terme, même si ce sont des techs très compétents et créatifs et brillants, ça peut poser un certain nombre de problèmes par la suite. Et donc, c'est vraiment important que l'ensemble de l'entreprise soit concerné par ce sujet du client et de l'expérience client. Voilà comment, pour moi, on construit une culture customer centric. Sa mère. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Baïd, là-dessus. Il est clair que dans la relation entre un client, enfin un fournisseur, une marque et ses clients, toutes les équipes doivent se sentir concernées, internes et externes d'ailleurs, au passage. Je précise aussi, pour compléter ce que vient de dire Baïd, parce que il peut y avoir également des prestataires externes qui interviennent dans le parcours client, et Dieu sait s'il y en a, et Dieu sait s'ils ne sont pas toujours bien contrôlés et bien suivis. Je parle du livreur, je parle du CRC, c'est-à-dire de l'agent qui va prendre un rendez-vous ou qui va rappeler et dont on n'a absolument aucune visibilité sur ce qu'il a dit au client et comment il l'a dit. Le livreur qui a lâché le paquet et qui est parti sans rien dire. L'expérience est catastrophique alors que jusque-là, tous les membres de l'entreprise ont fait tout ce qu'il fallait pour que la vente se fasse bien. Et puis, au dernier kilomètre, en l'occurrence au dernier centimètre, tout se passe mal. Donc, oui, il faut que cette culture infuse et qu'elle descende effectivement sur toutes les strates de l'entreprise, à commencer effectivement aussi par la direction et le fait de connaître, de mieux connaître les clients, de mieux connaître opérationnellement ce dont le client a besoin et comment est-ce que les collaborateurs rendent le service finalement au client final. C'est très, très important. Et pour ça, effectivement, il faut, et là je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, il faut revenir sur la data. C'est très important parce que quand on a dit ça, c'est bien, mais comment on fait pour ensuite appliquer cette culture et la mettre en œuvre? Il faut effectivement beaucoup de données pour pouvoir effectivement expliquer aux collaborateurs, expliquer aux équipes la raison pour laquelle on va mettre en place telle ou telle action pour que ça améliore justement l'expérience client et qu'on soit vraiment extrêmement imprégné de cette partie-là. Alors, on a un commentaire de Florence M qui n'est pas très positif sur le fait qu'on ne peut pas forcément assurer la même qualité de service au téléphone, en ligne et de visu, puisqu'elle dit que la distance est un écran protecteur qui permet le meilleur comme le pire. Alors justement, comment peut-on assurer une expérience client d'égale qualité partout sur tous les canaux? Alors, moi, je pense qu'on peut apporter beaucoup plus de valeur en étant en distanciel qu'en étant en physique. Ce sont des canaux de communication qui sont différents, qui utilisent des leviers différents, mais je peux apporter beaucoup plus de valeur en étant en distanciel au téléphone qu'en apporter en étant en physique dans une boutique au coin de ma rue. Il faut pas avoir de dogme. Je pense que tout est une question, encore une fois, de culture d'entreprise et de capacité pour chacun à apporter de la valeur à son client. Quelle que soit notre position, notre posture, au téléphone, pas au téléphone et tout. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Un produit, une marque, si elle est en ligne et qu'elle ne triche pas, si le produit est de qualité et que il n'y a pas de, entre guillemets, pardon l'expression, d'entourloupe, et que l'interlocuteur, qui sont en distanciel ou en présentiel, apporte de la valeur, apporte en l'espèce du conseil
et, et permet à ce potentiel client de se décider et de prendre la bonne décision, pour moi, il n'y a pas de dogme à avoir. Il ne faut pas rentrer dans ce genre, à mon avis, ce genre de considération. Euh, je pense que il y a en France cette culture c'était mieux avant, c'était mieux quand je pouvais acheter mon abonnement Orange dans la boutique Orange ou franchement, j'ai eu des expériences extrêmement déplorables en physique et de très bonnes en distanciel et vice-versa. C'est aussi une question d'interlocuteur, souvent, de formation. On va pas débattre là-dessus, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir de dingue, vraiment. Pour rebondir ce que vient de dire Belaïd et par rapport aux commentaires, effectivement, alors j'essaie de comprendre effectivement le fond du commentaire de ce qu'a dit. C'est Florence, c'est ça, si j'ai bien. Oui, il y a Florence. Alors, il y a Nicolas qui en rajoute, dit émotion en distanciel. Moi, je suis entièrement d'accord. Alors, qui vient des call centers, on peut faire passer des émotions en distanciel. Bien sûr, on peut faire passer des émotions dans à peu près tous les états possibles. Mais le sujet par rapport à ça, j'essaie de comprendre ce que veut dire d'abord Florent derrière ça, c'est peut-être de dire qu'effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi par rapport, pas au contrôle de ce qui est dit, mais de peut-être un peu quand même, si je me pose la question, donc j'aimerais bien peut-être qu'elle nous le reprécise, entre ce que peut faire un vendeur en live face à un client dans un environnement de magasin où il peut être aussi contrôlé et où les choses sont un peu plus normées, entre guillemets, là où quand on est à distance, effectivement, et quand on a des centres d'appel, par exemple, qui sont déportés ou avec des gens qui ne sont pas forcément toujours bien formés, si sa question est de dire, à ce moment-là, on peut peut-être dire des choses ou se permettre de dire des choses qu'on ne dirait pas face à un client. Or, justement, des outils existent aujourd'hui pour pouvoir permettre justement ce contrôle de qualité, entre guillemets. Le management de la qualité, d'ailleurs, c'est un sujet assez important dans l'offre de Bad Voice, mais d'autres solutions existent aujourd'hui sur la gestion de la qualité, le contrôle de la qualité de la relation entre un agent, un commercial, une personne d'une équipe diverse et variées dans une entreprise avec un client final. Et donc, je pense que ça peut aussi être un garant justement du fait de niveler les écarts qu'il peut y avoir entre le physique et le digital. Et là où je suis d'accord avec Belaïd, on peut tout à fait faire passer de très bonnes émotions à distance avec quelqu'un et avoir justement une relation qui peut naître, une relation de confiance, alors qu'en face à face, parfois, ça passe mal aussi parce que pour des raisons diverses et variées, la tête de la personne ne nous convient pas, la façon dont il est arrivé n'était pas la bonne, le jour n'était pas le bon. Enfin bon, il y a plein de raisons. Donc, voilà. Ce que voulait dire aussi Florence. Je voudrais répondre à Florence et lui dire que je suis désolé si elle a pris ma réponse pour un traitement d'objection. C'est pas du tout le cas. Je ne vous fais pas de procès d'intention, Florence, rassurez-vous. Et je rejoins aussi la réflexion de Patrice qui dit que c'est aussi au client de choisir. Évidemment, si on veut être que customer-centric, si le client se sent plus à l'aise au téléphone, il faut lui donner l'occasion de nous parler au téléphone. Et s'il préfère être en physique, si on peut lui donner cette opportunité, faisons-le, quoi. Voilà. Mais je pense qu'elle voulait aussi peut-être parler des personnes qui, en fait, abritées par l'écran et par la distance, se permettent un certain type de comportement qu'ils n'auraient pas en face à face. Parce que justement, il y a une personne et qu'on la respecte a priori, et qu'il y a peut-être une espèce… Alors, c'est vrai que les consommateurs sont devenus assez enfants gâtés par certains côtés, et ils sont souvent, comment dire, avec une intelligence artificielle en face d'eux qui commence à répondre sur les services clients, et du coup il y a la tentation parfois d'être désagréable parce qu'on est énervé, et quand il y a une personne en face de soi, bien peut-être cette barrière humaine fait qu'on va essayer, peut-être, c'est peut-être ça qu'elle voulait dire, c'est le côté un peu haters que beaucoup de personnes qui utilisent notamment le digital ou même au téléphone, parce qu'on est aussi constamment dérangé. Donc je pense que il y a aussi ce travail qui est à faire du côté du client aussi, pour rappeler les bonnes pratiques. Il y avait des sujets dans ce qui a été évoqué. C'est sûr que la formation, notamment de situation de crise, est assez intéressante. Elle est vraiment faite dans les services clients, et que l'IA aujourd'hui va peut-être permettre, qu'il y a quand même des choses bénéfiques, va peut-être permettre aussi aux gens des relations clients d'avoir cette aide extérieure qui n'est pas dans l'affect,
pour piloter la réponse à apporter au client qui vient se plaindre. Alors dans ce que tu disais tout à l'heure, Belaïd, je pense qu'il y avait aussi ce côté, on a en fait, grâce aux outils digitaux, beaucoup plus d'informations pour être plus précis dans les réponses qu'on va apporter. Et l'intelligence artificielle vient nous aider à être dans cette précision. Il faut bien voir que c'est la corrélation des deux qui va permettre d'être dans la satisfaction client, mais que ce n'est pas, encore une fois, un usage contre l'autre, hein, et que c'est bien au service de l'humain. C'est vrai, il y en a certains qui l'ont dit. N'oublions pas qu'on fait des métiers où on doit aussi se battre pour qu'on reste au service de l'humain. Et c'est ça, le customer-centric, hein. Alors, il nous reste un peu moins de 4 minutes, donc on va essayer de vous donner la parole à tous les trois pour une forme de conclusion. Rapidement, est-ce que vous utilisez notamment la notion d'effort dans l'évaluation du parcours client? Alors, je pense que chez Bad Voice, vous suivez ça. Le Customer Effort Score étant relativement pertinent pour éviter justement que les clients fassent trop d'efforts pour avoir gain de cause. Sam, tu veux rebondir là-dessus? Oui, enfin rapidement, nos clients effectivement utilisent soit le CSAT, soit l'effort score, mais c'est pas une fin en soi et ils n'utilisent pas que ça. Mais c'est un bon indicateur en l'occurrence. Belaïd, d'autres éléments. Et je laisse nous, en cas de pépin, on s'impose un délai de traitement de moins d'une demi-journée pour répondre à nos clients. Oui, c'est très rapide. Oui. Donc, l'immédiateté ou quasiment le temps réel sont importants. Laurence? Moi, quand j'interviens chez des clients qui ont des problématiques ou sur ces sujets d'expérience client, bien sûr que je vais regarder tous les outils qui viennent mesurer, mais je vais aussi aller faire ma tête chercheuse et aller leur demander est-ce que vous avez d'autres sources de retour client qu'on puisse analyser, même s'il n'y a pas effectivement de score particulier ou de métriques particuliers. Moi, je commence aussi beaucoup de choses par les Google Analytics, hein, qui disent beaucoup quand on est sur une interface digitale. Voilà, il y a toute une série de sujets à aller explorer et être à l'écoute des vendeurs, aller en magasin, écouter ce que disent les gens en magasin, se faire passer un peu pour le client mystère. C'est toujours aussi riche d'enseignements. Et voilà, c'est une corrélation d'un certain nombre de choses. Alors, un de mes auteurs favoris, parce qu'il reste 3 minutes pour conclure, même moins de 3 minutes, s'appelle Frédéric Newell, a écrit un très bon bouquin, qui n'est pas académique, mais un bouquin de management en anglais, qui s'appelle, en fait, qui dit pourquoi le CRM est mort et doit être remplacé par le CMR. Et le CMR, ça veut dire Customer Managed Relationship. Autrement dit, la relation client maintenant doit être dirigée par le client et non plus par la marque. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il veut réagir tout de suite? Belaïd, tu es d'accord avec ça? Oui, avec des petits bémols, mais oui, évidemment. Sam? Oui, pour moi, la notion de client roi existe depuis très longtemps. Il faut juste l'appliquer, en fait. Mais le CRM à l'ancienne a tendance à vouloir… Non, mais tu l'appelleras comme tu voudras, ce genre de notion. Je comprends ce que tu dis. Maintenant, que le client soit au centre de la préoccupation d'une entreprise, parce que c'est lui qui l'a fait vivre, me semble être effectivement la notion la plus importante, économiquement parlant, marketingment parlant, ce que tu veux, pour que effectivement on puisse se dire que c'est le client qui doit être au centre des préoccupations de l'entreprise et toutes les interactions qu'elle a avec lui. Mais il ne suffit pas de dire qu'on est orienté client, parce que ça fait 15 ans que les marques disent qu'elles sont orientées client. Il faut s'organiser en fonction. Exactement. D'où la pertinence de l'approche de Newell. Laurence, tu veux rebondir là-dessus? Il reste oui, moi, c'est mes sujets, donc je peux pas dire autrement. L'organisation, hein, quand vous parlez à une entreprise et qu'elle vous dit, alors moi, ce que je veux vendre à mes clients, moi, ce que je sais faire pour mes clients, moi, elle est déjà dans l'erreur. Et donc, c'est un travail aussi de posture, de se dire non, qu'est-ce que ton client attend? Qu'est-ce qu'il a été recherché dans Google, qui est quand même le premier point de contact. Vous savez que notre premier client, c'est Google, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, allez regarder un peu ce qui se passe dans les statistiques de connexion. Et puis, les gens, quand ils arrivent en magasin, encore une fois, ils ont fait leur petite recherche au préalable. Donc, évidemment que l'organisation de l'entreprise, elle doit être modifiée pour correspondre à ces nouveaux usages. Alors, il nous reste moins d'une minute pour conclure. Est-ce que vous êtes d'accord si, pour résumer de manière assez synthétique, je dirais que ce qui compte, c'est la culture, le mindset, l'humanisme dans la relation client qui font que
En fait, l'idée, c'est de faire exister l'autre, l'autre étant le client. Est-ce que ça vous va comme conclusion? Moi, ça me Très va. bien. J'ai été témoin de ce genre de choses. Ouais, Chez avec Meilleur de l'émotion. Agent, on fidélisait les gens, notamment les agents immobiliers, parce qu'il y avait une relation et il y avait quelqu'un au bout du téléphone. Il y avait un être humain avec des émotions et avec une vie. Et c'est ce qui faisait qu'on fidélisait aussi nos clients. Voilà. C'est une très belle conclusion, Bellet. Je te remercie. Je vous remercie tous les trois pour Super votre sujet, brillante Pierre. participation. Et Merci puis, à vous. j'espère à très Merci à bientôt toi. avec nos amis de l'IGS. Bonne À fin de très journée. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir et merci à tous pour Au votre revoir, écoute. Au revoir. Au revoir.